Donc nous avons la participation d'Yvan Paquet, qui est vice-président en charge des opérations pour la zone Europe du groupe TI Automotive, et Michel Sagère, qui est responsable des ventes et du développement commercial pour la zone Europe également. Zone Europe et un peu plus, je crois, hein, mais je te laisse préciser, Michael. Merci. Merci Vincent. Bonjour à tous. Donc, je vous présente rapidement Michael Sagère, responsable donc, de la zone Europe pour TI Automotive. Donc c'est un peu plus de 40 usines et un chiffre d'affaires d'1,4 milliard d'euros par an. Et je suis depuis 27 ans un salarié du site de TI à Châlons. Yvan Paquet, 15 ans, salarié chez TI Automotive, commencé en tant que responsable de production, puis general manager d'une usine à Lokeren, et depuis un peu plus de 2 ans et demi, managing director et puis vice-président de toute la partie FTDS. La partie FTDS, c'est dans notre groupe toutes les usines qui fabriquent des réservoirs et des modules de distribution, dont les pompes, dont Chalon. Donc voilà, quand Vincent m'a proposé de participer à l'industrie en mouvement, ça a sonné comme une évidence. Et donc le support de présentation, j'espère, vous convaincra que c'est le cas, puisque donc rapidement je vais vous parler du groupe, puis du site de Châlons. Le groupe TI Automotive, c'est donc un équipementier automobile de rang 1. On travaille avec tous les constructeurs au niveau mondial. Et il est issu du rachat de TI Fluid System par le groupe ABC Technologies. ABC Technologies, c'est une société canadienne, mais au final, derrière cette société, c'est un fonds d'investissement américain qui a donc décidé le rachat pour créer un nouveau groupe qui représente près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial, avec près de 35 000 employés dans le monde. Au niveau de la position géographique, ABC était essentiellement centré sur le marché nord-américain. 90% de son chiffre d'affaires était là-bas, alors que le groupe TI Fluid System était à peu près équilibré entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Du coup, le nouveau groupe représente aujourd'hui un niveau de vente de l'ordre de 50% au niveau de la zone Amérique, l'Europe étant maintenant à peu près un peu moins de 30% des ventes totales du groupe TI Automotive. Les produits, on va le voir juste après, mais en tout cas aujourd'hui on a un portefeuille de produits assez diversifié, avec trois grandes familles de produits que l'on va décrire juste sur le slide suivant, et un dernière gamme de produits qui s'appelle le Thermal Management, qui est une gamme qu'on cherche à développer notamment à travers les applications sur les véhicules électriques. Donc voilà, pour aller un peu plus en détail sur les 4 familles de produits, la première grande famille, pièces plastiques techniques, c'est un marché qui est surtout donc, issu du groupe ABC et surtout centré sur l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, il n'y a pas de vocation à le développer sur le marché européen dans la stratégie future du groupe. Par contre, la deuxième famille de produits, donc ce qu'on appelle la famille lignes et connecteurs, il y a une partie donc, qui est historique de TI, qui est donc les lignes à carburant, les lignes de frein, les canalisations de frein, et également technologie apportée par le groupe ABC, tout ce qui est canalisation et système de nettoyage. En l'occurrence, on fabrique des bouteilles de lave-glace, ainsi que les lignes qui permettent de faire arriver le lave-glace le lave-glace sur les pare-brises. La troisième division dont Yvan a déjà parlé, c'est la partie système à carburant, donc, où on fabrique, donc c'est ce qu'on appelle FTDS, c'est chez nous, Fuel Tank and Delivery System, c'est donc les réservoirs à carburant et les modules jauge-pompe. Et pour finir, donc, la dernière catégorie de produits, le management thermique, donc c'est tout ce qui est système et canalisation de gestion thermique, soit pour les batteries de véhicules électriques, soit pour les moteurs à combustion, et également tout ce qui est air conditionné sur une voiture. Voilà rapidement pour le groupe TI Automotive. Alors, donc, le site de Châlons où je suis basé, c'est un site qui a 70 ans aujourd'hui
et qui est exclusivement dédié aux produits pour les véhicules thermiques. Donc on fabrique notamment donc, les moteurs pour les pompes à essence, des pompes à essence, et ce qu'on appelle les modules jauge-pompe. Donc c'est un mini-système qui intègre à la fois les pompes, la fonction pompage, la fonction régulation, la filtration, ainsi que la jauge pour la mesure de niveau de carburant dans le réservoir. Une autre famille de produits qu'on a fabriqué à très grande quantité, qui a baissé malheureusement avec la baisse notamment du diesel, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'additivation pour filtres à particules. Donc c'est des petits réservoirs qui contenaient du cérium liquide qui était injecté dans le carburant pour baisser les températures de combustion des particules qui étaient piégées dans le filtre à particules. Voilà donc un peu pour les produits fabriqués à Châlons. Alors le site de Châlons, pour ceux qui connaissent Châlons, ce site il est sur 3 différents bâtiments que je vais rapidement vous décrire. Donc on a l'usine principale qui fabrique toute la partie première monte, donc avec des niveaux de production relativement importants, puisqu'on fabrique jusqu'à 2,5 millions de modules par an, les pompes qui vont avec, etc. Donc une activité assez forte pour des emplois inscrits de 326 personnes. Alors ce sont des chiffres à fin 2024. Mais ça évidemment, autour de ça, on a une activité qui est dépendante des constructeurs. Il y a des effets de saisonnalité et donc on est amené, selon les niveaux d'activité, à avoir plus ou moins d'employés temporaires et surtout des intérimaires pour nous aider à assurer les pics de production. Bon, le deuxième bâtiment qui est situé juste après l'usine, c'est ce qu'on appelle le centre d'essai, qui regroupe donc des moyens d'essai. Donc à noter qu'on est assez intégré sur le site de Châlons, puisqu'on a des équipes de développement, du design et donc des moyens de validation. Donc ça peut être peut-être intéressant dans le cadre de synergie, si ça peut intéresser des entreprises et des entrepreneurs présents. C'est l'occasion d'en discuter. Le troisième site, il est basé à l'espace Becquerel, pour ceux qui connaissent Châlons. C'est ce qu'on appelle le site aftermarket, on va dire. C'est les petites séries, puisque quand on est équipementier automobile, on a l'obligation d'assurer pendant 15 ans la disponibilité des pièces. Et évidemment, nos produits ont fait des sauts technologiques et on doit conserver les lignes de production qui ne sont plus du tout, je dirais, au bout du jour pour les applications première monte. Et donc on le fait sur un site qui est vraiment dédié à cette activité aftermarket et petite série. Alors, le défi de l'électrification. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire un petit sondage. Qui aujourd'hui possède un véhicule électrique, 100% électrique? Et qui a l'intention d'en acheter un dans les prochains mois? Voilà, donc en fait, c'est un peu l'illustration des prochains slides par rapport à l'évolution de ce marché électrique. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pour tout le monde si vous êtes bien au fait de ce qui est demandé aux industriels automobiles et aux constructeurs automobiles. L'objectif, c'est en 2035, 0 émission de CO2. Donc, d'ici là, on est censé basculer au 100% électrique. Alors déjà, vous voyez bien la problématique pour l'usine de Châlons, qui est 100% thermique. Donc les enjeux pour cette usine sont extrêmement importants et donc on va en parler des solutions qu'on essaie de mettre en place, mais en tout cas, cette nouvelle norme a un enjeu capital pour notre usine. Alors les constructeurs poussent pour un petit peu changer cela, pour changer cette échéance à 2035. Ils ont réussi un premier succès, c'est de décaler la date des premières pénalités, puisqu'ils étaient censés atteindre un certain niveau en 2025, avec Lucas Deméo qui a parlé de grosses amendes qui pesaient sur les constructeurs. Ils ont réussi à décaler cette date à 2027. Pour autant, pour le moment, la date de 2035 n'a pas changé. Cette échéance reste effective. La problématique auquel tout le monde est confronté, et les constructeurs en premier, et c'est pour ça qu'ils ont aussi eu des discussions assez avancées avec l'Europe, c'est que depuis plusieurs années, le véhicule, et en tout cas les prévisions de décollage des véhicules 100% électriques ne se réalisent pas. En l'occurrence, là j'ai mis un petit graphe pour illustrer cela. En 2022, les experts prévoyaient qu'à l'horizon 2025, il y aurait 5 millions de véhicules électriques. C'était à peu près ce qu'il fallait pour
que les constructeurs respectent les fameux objectifs de réduction de CO2 qui étaient imposés par l'Europe. On voit aujourd'hui, donc on est en 25, alors l'année 25 n'est pas totalement finie, mais aujourd'hui la tendance dit qu'on aura moins de la moitié de véhicules électriques de ce qui était prévu en 2022, cette année, effectivement réalisé et vendu. Donc vous voyez, le gap est très important. Alors, on ne va pas se cacher, hein, pour l'usine de Châlons, c'est une très bonne nouvelle puisque ça nous permet de continuer à avoir de l'activité sur les véhicules thermiques. Et plutôt une bonne nouvelle et on s'adapte justement pour y répondre. Pour autant, ça crée des complexités, c'est-à-dire gestion, prévision des ventes, prévision des effectifs, etc. C'est une complexité qu'il faut gérer parce qu'il y a une incertitude sur le taux de pénétration des véhicules électriques qui est absolument compliqué à gérer. Et en plus, donc, ce qu'on voit très récemment, il y a quelques mois, par exemple, outre les constructeurs qui décident de continuer à offrir des solutions, ce qu'on appelle thermiques, ICE, ou des solutions, je dirais, hybrides, Mercedes, très récemment, a décidé de redévelopper un moteur thermique. C'est quand même paradoxal, alors que dans 10 ans, il est censé être à 100% électrique, comme tous les constructeurs. Donc voilà la particularité, mais en tout cas, on ressent vraiment qu'il y a un changement de stratégie de tous les constructeurs, hein, puisqu'ils doivent s'adapter à la demande des clients. Donc, incertitude sur l'électrique. Deuxième effet, deuxième difficulté, ou en tout cas à laquelle on doit faire face, hein, et notamment, que ce soit notre usine de Châlons, mais toutes nos usines à travers l'Europe, c'est la menace chinoise. Alors, j'ai juste mis un graphe avec des données qu'avait exprimé dans la presse Florent Ménégo, le patron de Michelin, qui a des usines à travers le monde, hein, et qui connaît bien ses coûts de production. Sur une base 100 en 2019 en Chine, on voyait que l'Europe et les États-Unis étaient en écart, à peu près 30%. On arrivait à cette époque-là à compenser ça par de l'innovation, la logistique nous aidait, etc. On arrivait à peu près à juguler cette compétitivité chinoise par d'autres biais. Malheureusement, 5 ans plus tard, avec les effets de l'inflation, on peut parler de la guerre en Ukraine, les effets semi-conducteurs, et j'en passe et des meilleurs, le coût chinois n'a pas bougé. Étonnamment, le coût chinois est le même qu'il y a 5 ans en arrière, alors qu'aux États-Unis et en Europe, on a dérivé et aujourd'hui, l'écart de compétitivité est devenu beaucoup trop important pour faire face à cette menace chinoise. En plus, les constructeurs européens sont menacés par les constructeurs chinois et donc tous ces constructeurs sont tentés d'être intéressés par les offres chinoises qui sont extrêmement compétitives. Et malheureusement, aujourd'hui, par exemple, pour illustrer cela, j'ai mis deux photos de présentation de nos concurrents directs dans le monde des modules jauge-pompe qui ont été aujourd'hui sourcés par des constructeurs européens et en l'occurrence même des constructeurs français. Alors du coup, et ça c'est là où on touche le nœud du problème, c'est qu'on a aujourd'hui des visions de vente qui sont très incertaines. Aujourd'hui, on a fait une simulation qui est d'imaginer 5% par an de baisse. On n'en sait rien, on est en train de travailler sur nos prévisions à 5 ans avec les dernières estimations des professionnels du domaine. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a forcément une érosion de nos ventes. Là, on a des marchés également à gagner. Donc là, la visibilité de nos ventes sur le futur tient compte du fait qu'on arrivera à juguler la compétitivité notre compétitivité face aux Chinois. Et ça, c'est le gros enjeu auquel on est confronté. Et Yvan va nous donner quelques explications sur le domaine. La première question est en fait, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la diversification, d'accord, par rapport au marché électrique, sur un site comme celui de Châlons. Donc il faut savoir qu'avec les véhicules électriques, il y a tout un système de refroidissement des batteries qui doit être mis en place. Donc ça, c'est le gros challenge d'un véhicule purement électrique. Donc les batteries dégagent énormément de chaleur, hein, on en a même dans les médias des véhicules qui prennent feu. Donc il y a tout un système complexe de refroidissement qui était d'abord un système avec énormément de tuyaux, ce qu'on appelle un octopus. Et donc on a développé chez TI ce qu'on appelle un ITMA, donc un système en fait
plus compacte, qui est aussi également beaucoup plus facile pour installer dans les véhicules. Ici, avec un de nos clients français, on avait développé un ITME pour un véhicule électrique. Et donc c'est ce que vous voyez à l'image, donc avec différentes pompes, etc. Il y a un système de redistribution avec des valves. On a travaillé quand même pas mal de temps sur ce circuit-là. Et là, en fait, un des problèmes où on a été confronté, c'est qu'au dernier moment, donc on a eu ce qu'on appelle des RFI, hein, des demandes d'information pour avoir un concept, etc. Et au dernier moment, en fait, on n'est pas passé sur la phase de cotation, le client nous a sorti. Passer vers un fournisseur chinois. Donc ça, c'est le gros risque. Pourtant, on avait quelque chose de très compétitif. On avait bien travaillé avec les équipes, c'était automatisé, etc. Et donc, au dernier moment, le client a quand même fermé la porte pour plutôt choisir un fournisseur chinois. Et c'est là aussi le message, si des gens peuvent nous aider aussi avec ces fameux automobilistes, fabricants automobiles en fait français, de rester aussi sur le marché français ou européen, plutôt que prendre la voie facile du marché chinois qui est peut-être attractif financièrement. C'est un risque qui pour le moment est assez à prendre en considération. Donc ça c'est par rapport à la diversification. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur un site comme Chalon? Bon, on n'est pas en train d'attendre, d'accord, que les choses arrivent. On essaie de travailler sur différents éléments. Donc on travaille aussi sur une diversification du marché, d'accord. Donc quand on parle de véhicules automobiles, on parle des véhicules que les gens conduisent. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle le non-automotive. Et là, c'est par exemple les tracteurs, les motos, etc. Donc même si ce sont aussi des véhicules pour vous, mais pour nous, c'est un autre secteur, d'accord. Donc on a démarré, entre autres, avec un des clients de tracteurs, en fait, une pompe pour mettre dans le circuit. Donc là, on a un nouveau projet avec ça. Ça a été très complexe pour nous à le développer. Mais ça nous permet déjà d'avoir une entrée dans ce marché-là. Et maintenant qu'on a pu régler les problèmes, ben on a déjà, on espère une porte ouverte, puisque là, on estime qu'on a un marché avec de belles opportunités. Donc là-dessus, on se concentre également. Et alors, par rapport à, on a entendu beaucoup aussi avec l'écologie, un nouveau concept est aussi de travailler sur le recyclage, d'accord. Donc on vous a parlé justement des petits réservoirs additifs. Alors qu'est-ce qui se passe quand le réservoir additif il est fichu? Ben, il faut le remplacer, on le jette avec des produits à l'intérieur et on en rachète un nouveau qu'il faut refabriquer. Ici, on a fait un partenariat avec un de nos clients où en fait on reçoit tous les réservoirs additifs qui reviennent du réseau, on les nettoie, on regarde ce qu'il y a comme problème, ça peut être une carte électronique, ça peut être différents éléments, et là sur une certaine quantité en fait qui sont réparables, on les répare, on les remet sur le marché, donc comme deuxième main, d'accord, et ce qui n'est pas réparable, c'est recyclé par nos services. Donc là c'est un nouveau marché où là on va essayer justement de continuer ça avec peut-être des modules et ce genre de choses, parce que souvent le défaut il est minime et est réparable. Donc ça c'est un nouveau marché, c'est une demande de nos clients aussi, où on est directement rentré là en tant que partenaire. Maintenant quand on parle de l'invasion chinoise, qu'est-ce qu'on fait en tant que société comme à Chalon ou dans d'autres sociétés en fait, de notre groupe par rapport à ça? Donc on ne va pas rester les bras croisés et juste regarder la compétitivité et ne rien faire. Donc pour nous, en fait, ce qui est important, il y a deux éléments. Donc on a aussi ce qu'on a entendu, le lean manufacturing, essayer de beaucoup plus efficace, etc. Oui, ça c'était également un des aspects. Mais au-delà de cet aspect-là, on travaille aussi sur la verticalité. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on achète pas mal de composants en fait à l'extérieur. Et on a la technologie pour les fabriquer nous-mêmes. Donc là, c'est la verticalité. Donc on essaye de... il faut acheter des machines d'injection, il faut acheter des moules, mais d'essayer de faire tout par nous-mêmes. Donc tout ce qu'aujourd'hui on achète chez un fournisseur, on est en train de faire des business cases pour voir si ce n'est pas plus économique en fait, de le faire par nous-mêmes. Ce qui permet en fait d'avoir la connaissance dans nos usines, être plus efficace sur le stock, réduire les frais de transport. Et donc ça, c'est très important. C'est les photos que vous voyez en bas. Donc ça, ce sont des éléments pour le moment qu'on est en train de regarder pour justement, quand vous avez vu la photo du module avec tous les éléments plastiques, tous ces éléments plastiques, pourquoi pas les fabriquer chez nous. Certains sont complexes, parce qu'il y a de la technologie aussi,
avec des pièces qui se trouvent à l'intérieur, qui doivent être échangées, etc. Il y a des pièces plus simples, donc on peut démarrer avec les pièces plus simples et après continuer à diversifier. Est-ce qu'on le fait déjà? Oui, on le fait déjà sur certains éléments, mais on veut maintenant aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait à l'époque et regarder à en mettre même dans toutes les usines, plutôt qu'avoir ce qu'on appelle un hub, un endroit où on fait beaucoup plus d'injections, ben les avoir dans les usines, puisque de toute façon, si c'est dans un hub qu'on a mis dans une usine en Pologne, en Hongrie ou en Allemagne, ben les autres usines devront toujours payer les frais de transport. Donc avoir des petites machines qu'on pourrait remplir avec suffisamment de produits, donc il faut regarder ce qui est produit dans l'usine et par rapport à tout ça faire les business cases. Les autres éléments aussi, c'est faire réellement des workshops, parce que la menace que nous avons aussi, c'est sur nos produits actuels. Il ne faut pas le négliger non plus, parce que nos clients nous remettent en compétition avec ce qu'ils peuvent avoir comme offre chez les Chinois. Donc du coup, on nous demande aussi de réduire nos prix actuels. Donc du coup, là aussi, on retravaille, et ça c'est un autre exemple qu'on a là, sans passer dans les détails en fait de tout ce qu'on a mis comme élément, ben là aussi sur nos produits actuels, on a fait des workshops pour identifier 11 améliorations qu'on peut proposer aux clients pour avoir aussi un produit moins cher, de telle sorte qu'on reste encore compétitif par rapport à ça. Donc ça c'est grosso modo les problèmes auxquels on est confronté et les solutions qu'on propose. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, pour nous en fait, l'état d'esprit est de ne pas baisser les bras, de ne pas simplement accepter ce qui se passe et trouver des solutions alternatives, des marchés alternatifs, être plus compétitif par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, faire plus d'intégration verticale. Et voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner un aperçu d'une société aussi en mouvement. Donc même si les ventes vont probablement diminuer, malgré tout, on est quand même, on a la résilience et on travaille pour améliorer quand même encore de notre usine et pour avoir une pérennité de l'entreprise. Oui, bien sûr, résilient et hyper combatif. Merci, un grand merci à Yvan Paquet, à Michael Sager. Merci pour votre temps et puis le défi de l'électrification et puis d'en parler pendant 20 minutes, simplement. Hein, On a tenu, hein. Et vous avez tenu, vous êtes très très bon, merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie d'interroger Yvan et Michael sur la filière auto, sur l'entreprise, proprement parler? On parle évidemment, Michael, on parle souvent ensemble de la réglementation, zéro émission en 2035. Pour vous, industriels sous-traitants, fournisseurs de la filière automobile, quel type d'ajustement serait nécessaire pour préserver cette filière automobile française et européenne, tout en travaillant à la décarbonation effective des mobilités? Alors je vais pas innover dans ma réponse, je vais simplement reprendre la réponse et l'alerte qu'avait fait la FIEV, qui représente les équipementiers automobiles en début de cette année. Il y a 3 axes de travail pour nous aider. Le premier axe, c'est d'adapter le calendrier de la transition vers le 100% électrique, parce qu'à l'échelle industrielle, une dizaine d'années, c'est très très court. Donc ça, c'est le premier axe qui aiderait les équipementiers à se transformer, donner du temps. Le deuxième axe important, c'est impératif, mais il faut vraiment qu'on arrive à améliorer la compétitivité de notre industrie. Alors je ne vais pas faire de discours politique ou de chef d'entreprise, mais les charges qui pèsent sur les entreprises face à des entreprises comme les entreprises chinoises ne nous aident pas. Et le troisième axe qu'Yvan a évoqué, c'est également favoriser le dialogue dans la filière et surtout déjà au niveau national. Au moment du Covid, on a parlé de souveraineté nationale. C'est bien loin tout ça, hein, et surtout les discours des constructeurs sont extrêmement clairs. Tavares avait été très clair il y a quelques années. Hein, il a dit 80% de ses sourcings devaient venir. Alors ils disent plus low cost country, ça sonne pas bien, ils disent best cost country. Mais clairement, ils privilégiaient des sourcings ailleurs qu'en France, hein, pour être très clair. Bon, François Provost l'a pas dit comme ça, mais chez Renault, il y a énormément de pression pour sourcer en Chine. Donc comment on peut faire pour arriver à travailler ensemble? On est prêt à investir, le groupe est prêt, par exemple pour l'usine de Châlons, le groupe est prêt à investir dans des moyens de production de pièces plastiques.
il était prêt à investir pour fabriquer cet ITMA, comme l'a expliqué Yvan. Et ce qui nous a manqué, c'est d'avoir l'opportunité, ne serait-ce que de chiffrer le marché. Donc voilà, c'est les 3 axes où, si on pouvait avancer là-dessus, ça serait très bénéfique. Et notamment là, ça se passe du côté de Bruxelles. Pour recentrer un petit peu sur le territoire, qu'il soit chalonnais, marnais ou national, on a développé ensemble un certain nombre de mises en relation. Qu'est-ce que tu retires de ces contacts avec l'écosystème du développement économique, politique, pour essayer d'accompagner au mieux un site comme le vôtre? Alors on a eu, grâce à Marne Développement, la chance effectivement de rencontrer beaucoup de personnes, également des personnes qui pouvaient être notre voix à Bercy, hein, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec Lise Magnier, qui, à l'issue de sa visite, a posé une question au gouvernement à l'occasion d'une Assemblée nationale. Alors, malheureusement, c'était au moment où le gouvernement allait changer, donc ça n'a pas trop été suivi de fait. En tout cas, j'ai pas des nouveaux éléments. Donc ça, c'était très bénéfique de pouvoir porter notre voix au niveau national, parce que bon, on n'est pas le seul équipementier automobile dans une situation complexe, hein, donc c'est pas nouveau comme sujet, comme voix en tout cas. Et puis également, oui, on a pu rencontrer pas mal de représentants de la ville, la région, du département. Et oui, on a des projets d'investissement et en tout cas, on a senti des gens qui étaient prêts à être mobilisés pour nous accompagner. Et ça, c'est important. On a vraiment la volonté d'améliorer la compétitivité de l'usine. Et si on arrive à être accompagné, ça sera avec grand plaisir et grand bonheur pour y arriver. Mais il faudra qu'on arrive à convaincre Renault de nous faire confiance sur les prochains marchés, notamment. Les grands donneurs d'ordre. Et puis tout ce travail que vous menez sur votre diversification. Alors je sais que tu as beaucoup apprécié la prise de hauteur de Arnaud sur tout ce qu'il présentait. Voilà, sur ce sujet de réflexion stratégique, de pistes, quelles peuvent être les attentes d'un groupe comme vous? Évidemment, vous connaissez extrêmement bien vos marchés, vos métiers, mais... Pour illustrer, hein, moi j'ai vraiment apprécié la présentation d'Arnaud, c'était vraiment intéressant et je pense qu'il faut qu'on puisse échanger parce que on a des compétences techniques, on a des compétences industrielles, on est vraiment tout intégré et faut vraiment qu'on réfléchisse au-delà de nos réflexions actuelles. Hein. On est ouvert à avoir des conseils qui viennent d'ailleurs pour cette diversification. J'avais juste une petite question du coup. Sur votre territoire ou vos territoires d'implantation, quelles seraient les autres entreprises, les autres secteurs qui aujourd'hui, selon vous, manquent? Parce que les Chinois, effectivement, ils sont très compétitifs sur le coût de production, sur l'énergie, mais ils ont aussi, et ça on en parle moins, une compétitivité territoriale. Les villes et les bassins industriels dans lesquels sont implantés vos concurrents sont hyper diversifiés. Ils ont, dans un rayon de quelques kilomètres, des fournisseurs, des partenaires, des clients, avec et fait, cette compétitivité territoriale de la Chine, on en parle moins. Pour améliorer votre compétitivité territoriale, je ne parle pas de prix, etc., qui est essentiel. Quels seraient les... Alors, du coup, ça fait un peu le lien avec les développeurs, mais quels sont aujourd'hui les industries, les autres secteurs, partenaires, fournisseurs, voire clients, que vous aimeriez bien avoir sur le territoire immédiat ou plus large? Un exemple, hein, je n'ai pas une liste exhaustive, je n'ai pas réfléchi à toute cette liste exhaustive pour répondre à cette question, mais un des exemples qui pourrait être utile, c'est tout ce qui est développement et production de cartes électroniques. En fait, dans nos produits, on n'est pas rentré dans le détail du produit, mais il y a des cartes électroniques parce que c'est piloté, hein, et on est obligé de faire appel à effectivement des équipementiers qui sont ailleurs. Et là, on en arrive justement à cette dépendance, notamment de la Chine, hein, puisqu'ils ont claveté tous les composants électroniques depuis bien longtemps, et ça devient extrêmement compliqué. Ils contrôlent tout ça. On l'a vu récemment avec les nouvelles licences qu'ils ont mis en place sur les magnets qu'on utilise dans nos pompes. On a été à 2 doigts d'arrêter les clients parce qu'on n'arrivait plus à avoir de magnets. Ils mettent pas de tarif, hein, ils mettent juste une licence, le droit à exporter. Donc ça a été très compliqué. Donc là, par exemple, ce type d'exemple, c'est de réduire cette dépendance, mais c'est un vœu pieux parce que l'enjeu est énorme, quoi. Les cartes électroniques, des magnettes pour les pompes, ça c'est de typologie de composants et donc dans l'industrie dont on aurait besoin en local. C'est le challenge. Alors après, une petite idée, ce que certains territoires font, c'est
Est-ce qu'il y a d'autres industries locales qui ont le même besoin et essayer de se réunir pour faire émerger ces entreprises, de mutualiser les achats pour le coup, ça peut être une idée.